Le jardin du silence intérieur. Dans un monde où le bruit constant nous vole notre sérénité et où les préoccupations occupent chaque recoin de notre esprit, il existe un refuge que beaucoup ont oublié, la paix intérieure. Ce conte zen nous invite à accompagner Kenji, un maître de Te qui, après des décennies de recherche incessante, découvre que la tranquillité qu'il désirait tant n'a jamais été loin de lui. À travers son voyage contemplatif, nous explorerons comment trouver le calme mental au milieu du chaos quotidien, comment le stress et l'anxiété peuvent se transformer en opportunités de croissance personnelle, et comment la véritable plénitude ne nécessite pas de conditions parfaites, mais une perspective différente sur ce que nous possédons déjà. Si vous êtes arrivé à ce point de votre vie où vous cherchez quelque chose de plus profond que le succès matériel, si vous aspirez à vous réveiller chaque matin avec sérénité plutôt qu'avec inquiétude, si vous souhaitez vous reconnecter à cette essence tranquille que vous avez autrefois connue, ce récit a été écrit pour vous. Préparez une tasse de thé, trouvez un endroit confortable, et permettez-vous ce moment de pause. Les réponses que vous cherchez pourraient être plus proches que vous ne l'imaginez. Chapitre 1, le poids des années. Kenji avait 57 ans lorsqu'il s'arrêta enfin pour observer son propre reflet dans l'étang du temple. L'homme qui lui renvoyait son regard semblait fatigué, avec des rides qui racontaient des histoires de préoccupations accumulées et de nuits sans sommeil. Pendant 3 décennies, il avait servi le thé avec des mains expertes, mais son esprit n'avait jamais été véritablement présent dans le geste. La quête de paix intérieure l'avait paradoxalement consumé. Il avait lu des centaines de textes sur la méditation et la pleine conscience, participé à des retraites de bien-être émotionnel, consulté des maîtres promettant l'illumination. Pourtant, cette tranquillité mentale qu'il désirait tant semblait lui échapper comme l'eau entre les doigts à chaque fois qu'il croyait l'atteindre. Pourquoi la sérénité m'est-elle refusée, se demandait-il en balayant les feuilles du jardin zen chaque matin. Le stress et l'anxiété l'accompagnaient même dans les moments qui devraient être sacrés. Pendant la cérémonie du thé, son esprit vagabondait vers les factures impayées, les désaccords avec son frère, la peur inévitable du vieillissement et de la solitude. Un après-midi d'automne, alors qu'il rangeait ses tasses en céramique, l'une glissa de ses mains tremblantes et se brisa en 1000 morceaux sur le sol en pierre. Kenji resta immobile, observant les fragments dispersés, et quelque chose en lui se brisa également. Il tomba à genoux et, pour la première fois depuis des années, permit à ses larmes de couler librement. Ce n'étaient pas des larmes de frustration, mais de reddition. Il avait passé tant de temps à poursuivre la paix qu'il avait oublié comment simplement être. Dans ce moment de vulnérabilité absolue, agenouillé parmi les fragments de porcelaine, quelque chose commença à changer. Le jardin autour de lui sembla respirer avec lui, et pendant un instant éphémère, il éprouva ce qu'il cherchait depuis des décennies, le calme au milieu du chaos, non pas malgré lui, mais à travers lui. La maîtresse du temple, la vieille Sato, passa près de lui sans un mot. Elle laissa seulement un nouveau balai à ses côtés et une phrase qui résonnerait dans son cœur, « Les tasses cassées sont aussi parfaites ». Chapitre 2, l'art de lâcher prise. Les jours suivants furent différents pour Kenji. Non pas parce que les circonstances externes avaient changé, mais parce que quelque chose s'était déplacé à l'intérieur de lui. La paix intérieure qu'il avait poursuivie avec tant de désespoir commençait à se révéler non pas comme une destination, mais comme une manière de marcher. La maîtresse Sato l'invita dans sa chambre, un espace austère où ne résidait que l'essentiel, un coussin de méditation, une théière et un vase contenant une seule fleur. « Observe », dit-elle en montrant la camélia rouge. Cette fleur ne s'efforce pas d'être belle. Elle ne porte pas l'anxiété de se faner demain. Elle est simplement ce qu'elle est, en ce moment. Kenji avait déjà entendu des enseignements similaires, mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Les mots ne restèrent pas dans son esprit comme des concepts abstraits sur la pleine conscience et le bien-être émotionnel, mais pénétrèrent plus profondément, touchant une vérité que son corps connaissait mais qu'il avait oubliée. Durant les semaines suivantes, la maîtresse lui enseigna la pratique du « lâcher-prise conscient ». Il ne s'agissait pas de se débarrasser des inquiétudes ou de rejeter le stress et l'anxiété, mais de changer sa relation avec eux. La tranquillité mentale ne signifie pas l'absence de tempête, expliquait-elle pendant qu'ils préparaient le thé ensemble, mais apprendre à être le ciel qui observe les nuages passés, et non les nuages eux-mêmes. Kenji commença à pratiquer cette perspective dans ses tâches quotidiennes. En balayant le jardin zen, au lieu de se perdre dans des pensées sur l'avenir, il sentait le poids du balai dans ses mains, écoutait le murmure des feuilles, observait comment sa respiration se synchronisait naturellement avec le mouvement.
Quand surgissaient des pensées d'inquiétude, il les remarquait sans les juger, comme on observe des oiseaux traverser le ciel. Un jour, en lavant les tasses, son esprit commença à s'agiter à nouveau avec des souvenirs douloureux de son divorce des années auparavant. Mais cette fois, au lieu de résister ou de sombrer dans la spirale, il se contenta de reconnaître, il y a de la tristesse ici. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. En la nommant sans dramatiser ni rejeter, l'émotion trouva de l'espace pour exister et, progressivement, pour se transformer. Kenji comprit que la sérénité n'était pas un état permanent à atteindre une fois pour toutes. Elle ressemblait plutôt au muscle de l'attention, plus on l'exerçait, plus il devenait naturel de revenir au centre, même après s'être perdu dans la tempête. Chapitre 3 – Les cicatrices qui enseignent. L'hiver arriva au temple avec un froid pénétrant jusqu'aux os. Kenji avait beaucoup appris sur la paix intérieure ces derniers mois, mais la vie lui réservait une épreuve plus profonde. Son frère aîné, avec qui il n'avait pas parlé depuis 5 ans à cause d'un différend familial sur l'héritage de leurs parents, apparut au temple cherchant refuge après avoir perdu son travail et son logement. L'arrivée de Takeshi fit remonter en Kenji toutes les émotions qu'il croyait avoir traitées. Le ressentiment, la honte, la culpabilité et la colère revinrent comme de vieux fantômes qui n'étaient jamais vraiment partis, attendant seulement dans l'ombre. Sa pratique de la pleine conscience et de la méditation fut mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Pendant des jours, Kenji évita son frère, servant le thé en silence, se retirant tôt dans sa chambre. Le stress et l'anxiété qu'il avait réussi à calmer revinrent avec force, se manifestant par de l'insomnie et des tensions dans les épaules. Il se sentait frustré envers lui-même. À quoi servent tous mes apprentissages sur la tranquillité mentale si, au premier vrai défi, je retombe, se reprochait-il. La maîtresse Sato observait sans intervenir, jusqu'à ce qu'une nuit elle le trouve assis seul dans le jardin zen sous la lune. Les cicatrices émotionnelles sont comme les fissures dans la céramique du kintsugi, lui dit-elle doucement. Lorsque nous les réparons avec de l'or, nous n'essayons pas de cacher qu'elles étaient brisées. La beauté naît précisément de l'honneur accordé à la fracture. Kenji comprit alors qu'il avait cherché la paix intérieure comme un moyen d'éviter la douleur, alors qu'en réalité, la véritable sérénité exigeait de la traverser. Il ne s'agissait pas d'atteindre un état de bien-être émotionnel où rien ne le perturberait, mais de développer la capacité de rester présent même lorsque les choses étaient douloureusement inconfortables. Le lendemain matin, Kenji prépara 2 tasses de thé et s'assit face à son frère. Les mots furent d'abord rares, maladroits et chargés d'années de silence. Les yeux de Takeshi étaient humides, son visage marqué par le poids de ses propres batailles. Et Kenji, au lieu de défendre sa position ou d'exiger des excuses, écouta simplement. Il écouta les histoires d'échecs de son frère, ses peurs, sa solitude. Et en écoutant, quelque chose dans son propre cœur commença à s'adoucir. Ce ne fut ni un pardon immédiat ni une réconciliation magique, mais quelque chose de plus subtil et vrai, la capacité de voir son frère non comme l'ennemi d'une vieille histoire, mais comme un autre être humain cherchant à trouver son propre chemin vers le calme au milieu du chaos. Les semaines suivantes ne furent pas faciles, mais elles furent réelles. Les frères travaillèrent ensemble dans le jardin, partagèrent des repas dans un silence contemplatif, et peu à peu, construisirent un pont au-dessus du gouffre qui les avait séparés. Kenji découvrit que la véritable paix intérieure ne l'isolait pas du monde et de ses douleurs, mais lui permettait de les rencontrer avec plus de compassion et moins de résistance. Chapitre 4 – La sagesse du corps, suite. Avec l'arrivée du printemps, Kenji remarqua quelque chose qu'il avait ignoré tout au long de sa quête spirituelle, son corps essayait depuis des décennies de lui parler, mais il avait été trop occupé à vivre dans sa tête pour l'écouter. Les tensions chroniques dans son cou, les douleurs dorsales qu'il attribuait simplement au vieillissement, les digestions lourdes, tout faisait partie d'un message qu'il n'avait jamais décodé. La maîtresse Sato l'introduisit à une nouvelle dimension de la paix intérieure, la connexion corps-esprit. Ton corps n'est pas un véhicule qui transporte ta tête d'un endroit à un autre, lui expliqua-t-elle lors d'une séance de méditation en marchant. C'est la manifestation physique de chaque pensée non traitée, de chaque émotion retenue, de chaque moment de stress et d'anxiété que tu as essayé d'ignorer. Kenji commença à pratiquer des exercices de respiration consciente, non pas comme une technique supplémentaire pour atteindre l'illumination, mais comme un moyen d'habiter pleinement son expérience physique. Il découvrit que lorsqu'arrivait l'anxiété, ce n'était pas seulement une pensée dans son esprit, mais une sensation d'oppression dans la poitrine, un rythme cardiaque accéléré, une tension dans l'estomac. Un matin,
Alors qu'il exécutait les mouvements lents du tai chi que la maîtresse lui avait enseignés, il fit une profonde révélation. Pendant 57 ans, il avait traité son corps avec une certaine négligence, le poussant lorsqu'il était fatigué, ignorant ses signaux de faim ou de satiété, le nourrissant à la hâte et avec distraction. Il avait cherché la tranquillité mentale tout en vivant en guerre avec sa propre chair. Il commença à cultiver ce que la maîtresse appelait la pleine conscience somatique, manger en pleine attention, savourer chaque bouchée, marcher en ressentant la connexion de ses pieds avec la terre, dormir en respectant les rythmes naturels de son corps plutôt que de le forcer à s'adapter à des attentes arbitraires. Chacune de ces pratiques était simple, presque enfantine dans sa simplicité, mais transformatrice dans son impact. Son frère Takeshi, qui continuait à aider au temple avec les tâches quotidiennes, remarqua le changement. « Tu sembles différent », lui dit-il un après-midi en préparant le dîner. Pas plus jeune, mais plus présent. Kenji sourit. Pour la première fois depuis des décennies, il se sentait réellement habiter sa vie au lieu de l'observer depuis une tour mentale lointaine. Le bien-être émotionnel, comprit-il, n'était pas quelque chose qui se passait uniquement dans l'esprit ou uniquement dans le corps, mais dans l'espace de rencontre entre les deux. La sérénité qu'il avait cherchée dans les livres et les retraites était disponible dans chaque respiration consciente, dans chaque pas fait avec pleine attention, dans chaque instant où il choisissait d'être complètement présent à son expérience physique. Une nuit, allongé sur son futon, Kenji posa sa main sur son cœur et sentit le battement constant, ce rythme qui résonnait depuis sa naissance sans qu'il ne l'entende vraiment. Les larmes vinrent à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude pour ce corps qui, malgré toutes ces années d'abandon, continuait à le soutenir, à respirer pour lui offrant une nouvelle chance d'éveiller à la vie. Chapitre 5 – Le temple du quotidien. L'été apporta avec lui des journées longues et chaudes, ainsi qu'une compréhension qui transforma complètement la quête spirituelle de Kenji. Pendant des années, il avait imaginé que la paix intérieure nécessitait des conditions particulières, des retraites dans des monastères, des heures de méditation formelle, un éloignement du monde profane. Mais la vie au temple lui enseignait quelque chose de radicalement différent. La maîtresse Sato avait une façon particulière de pointer le sacré dans l'ordinaire. « Vois-tu cette fissure dans le mur ?» lui demanda-t-elle un matin alors qu'il balayait le corridor. « Elle est là depuis 30 ans. Certains jours, elle me dérange et je pense à la réparer. D'autres jours, la lumière du coucher de soleil la traverse d'une telle manière qu'elle semble être un fleuve d'or. La fissure ne change pas. Mon esprit, oui. » Kenji commença à appliquer cette perspective de pleine conscience à chaque aspect de sa routine quotidienne. Faire la vaisselle devint une méditation sur l'impermanence, les tâches qui apparaissaient et disparaissaient, l'eau qui coulait et s'échappait, ses mains qui vieillissaient mais restaient capables. Ce n'était plus une tâche fastidieuse à accomplir rapidement, mais une opportunité de ressentir la tranquillité mentale dans le moment présent. Son frère Takeshi avait trouvé un emploi dans le village voisin, mais choisissait de revenir au temple chaque soir. Un après-midi, ils partagèrent du thé en silence, observant les ombres s'allonger sur le jardin zen. « Tu sais, » dit Takeshi après un long silence, « toute ma vie, j'ai poursuivi le succès en pensant que quand je l'atteindrais, je serais enfin en paix. J'ai perdu ce succès et j'ai pensé que j'avais perdu ma chance d'être heureux. Mais ici, en lavant le sol et en coupant des légumes avec toi, j'ai trouvé plus de sérénité qu'en toutes mes années de réussite professionnelle. » Les mots de son frère résonnèrent profondément en Kenji. Tous deux étaient tombés dans le même piège, croire que le bien-être émotionnel se trouvait ailleurs, dans une version future d'eux-mêmes ou dans des circonstances parfaites. Le stress et l'anxiété qui les avaient consumés naissaient précisément de ce rejet constant du présent. La maîtresse leur enseigna alors le concept des « Ichigo-ishi », chaque rencontre, chaque instant, est unique et irrépétible. « Cette tasse de thé que tu bois maintenant », expliquait-elle en servant avec des gestes précis, ne se reproduira jamais exactement ainsi. Cet instant de lumière, de température, de ton état d'esprit intérieur, est singulier. Quand tu vis pleinement chaque moment sans t'y accrocher ni le rejeter, tu découvres que la paix intérieure n'est pas un but futur, mais la texture même du présent quand il est expérimenté sans résistance. Kenji commença à remarquer de petits miracles quotidiens qui auparavant lui échappaient, la façon dont sa respiration se synchronisait naturellement avec le chant des cigales au coucher du soleil, le plaisir simple d'une eau fraîche lors d'une journée chaude, la satisfaction profonde d'un travail manuel bien fait. Rien de spécial dans ces moments, et c'était justement leur magie. Une nuit,
Alors qu'il préparait son futon pour dormir, il s'arrêta pour observer ses mains. C'étaient les mêmes mains qui, pendant des années, tremblaient d'anxiété, qui tenaient des tasses de thé sans vraiment les ressentir, qui étaient toujours occupées à courir vers le moment suivant sans honorer le présent. Maintenant, ses mains bougeaient avec une tranquillité au milieu du chaos qui lui aurait semblé impossible auparavant. Non pas parce qu'il avait atteint un état élevé de conscience, mais parce qu'il avait enfin cessé de chercher la paix ailleurs que dans le ici et maintenant. Chapitre 6, les fantômes du passé. L'automne revint au temple avec sa palette de couleurs chaudes, marquant l'anniversaire de ce jour où Kenji avait brisé la tasse de céramique et où quelque chose en lui s'était également brisé. Une année s'était écoulée, mais certains fantômes du passé rôdaient encore dans les recoins de son esprit, attendant des moments de vulnérabilité pour ressurgir. Une lettre arriva au temple, envoyée par son ex-femme Michiko. 11 ans s'étaient écoulés depuis le divorce, 11 années de silence soigneusement maintenu. Les mains de Kenji tremblaient en tenant l'enveloppe. Le simple papier avait le pouvoir de déstabiliser des mois de pratique de paix intérieure, révélant combien sa sérénité était encore fragile. La maîtresse Sato le trouva assis dans le jardin zen, la lettre non ouverte sur ses genoux. « Les fantômes du passé ne viennent pas nous tourmenter, dit-elle doucement. Ils viennent nous montrer les parties de notre histoire que nous n'avons pas encore pleinement intégrées. Ce sont des maîtres déguisés en poursuivants. » Le cœur battant, Kenji ouvrit la lettre. Michiko écrivait sur son propre chemin de guérison, sur les années de thérapie nécessaires pour comprendre les schémas qui avaient détruit leur mariage, des schémas qu'ils avaient tous deux nourris. Elle ne demandait ni pardon ni ne l'offrait, elle partageait simplement son processus et exprimait le souhait qu'il ait lui aussi trouvé son chemin vers le bien-être émotionnel. La lecture déclencha une cascade de souvenirs, les disputes interminables, les silences encore plus douloureux, l'érosion progressive de l'amour jusqu'au ressentiment. Kenji sentit surgir toutes les émotions qu'il avait tenté de méditer jusqu'à les faire disparaître, culpabilité, honte, regret, colère. Le stress et l'anxiété qu'il croyait surmonter revinrent avec force écrasante. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il s'assit en position de méditation, mais au lieu de trouver la tranquillité mentale, son esprit était un tourbillon. Alors il se souvint des paroles de la maîtresse, la véritable pratique de la pleine conscience n'est pas d'éliminer les pensées difficiles, mais de changer notre relation avec elles. Kenji cessa de résister. Au lieu d'essayer de calmer son esprit, il laissa les souvenirs couler librement, les observant comme on regarde un film. Il vit son jeune moi, si rempli d'ambition professionnelle qu'il avait négligé son mariage. Il vit Michiko, également perdue dans ses propres quêtes, deux personnes qui s'étaient aimées mais n'avaient jamais appris à se rencontrer réellement dans le présent. Pour la première fois, au lieu de juger sévèrement ce jeune Kenji ou de se défendre de la culpabilité, il lui envoya simplement de la compassion. « Tu as fait de ton mieux avec la conscience que tu avais à ce moment-là », se dit-il. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit, le poids sur sa poitrine commença à s'alléger. Le lendemain matin, Kenji écrivit une réponse. Elle n'était ni longue ni élaborée, mais sincère. Il remercia Michiko d'avoir partagé son processus, reconnut sa propre part dans la douleur mutuelle et lui souhaita la paix. En scellant l'enveloppe, il eut l'impression de clore un chapitre, non par oubli ou négation, mais par acceptation compatissante. Son frère Takeshi, qui avait observé tout le processus, lui dit « J'ai toujours pensé que la paix intérieure signifiait ne plus avoir de blessures. Mais te voir ces derniers jours m'a appris que peut-être il s'agit davantage d'apprendre à tenir nos blessures avec tendresse, comme on tient un enfant qui pleure. » Kenji acquiesça. La sérénité qu'il avait construite au cours de l'année ne s'était pas brisée avec la lettre, elle s'était approfondie. Il avait appris que la véritable calme au milieu du chaos ne signifiait pas l'absence de tempêtes émotionnelles, mais la capacité de rester centré tandis qu'elles passaient, sachant que, comme toute chose, elles étaient aussi impermanentes. Chapitre 7, la transmission du silence. L'hiver revint au temple, mais cette fois était différent. La maîtresse Sato, qui avait été la guide silencieuse de Kenji tout au long de sa transformation, montrait des signes que son temps dans ce monde touchait à sa fin. Elle avait 89 ans, et son corps fragile bougeait chaque jour avec plus de difficulté, bien que sa présence restât lumineuse. Un matin, après la méditation, elle demanda à parler à Kenji et Takeshi ensemble. Ses yeux brillaient d'une clarté particulière. « J'ai vécu assez longtemps pour comprendre que la véritable transmission de la paix intérieure ne se fait pas par des mots ou des enseignements formels,
leur dit-elle doucement. Elle se fait dans le silence partagé entre des êtres humains qui ont appris à être présents sans masque. Au cours des semaines suivantes, Kenji assuma plus de responsabilités au temple tout en prenant soin de la maîtresse. Il préparait le repas avec une pleine conscience absolue, l'aidait à marcher dans le jardin, s'asseyait à côté d'elle dans de longs silences contemplatifs. Il n'y avait ni urgence ni agenda, seulement le flux naturel du temps et l'attention aimante. Un après-midi, en partageant du thé, la maîtresse observa les deux frères avec un sourire. « Voyez comment l'eau chaude transforme les feuilles de thé » demanda-t-elle. « C'est ainsi que fonctionne la souffrance lorsqu'on l'embrasse au lieu de la rejeter. Elle ne nous détruit pas, elle nous transforme en quelque chose de plus profond, plus aromatique, plus nourrissant pour les autres. » Takeshi, qui luttait lui aussi avec sa propre quête de bien-être émotionnel, demanda « Maîtresse, comment puis-je savoir si j'ai vraiment atteint la paix intérieure ou si je fais semblant d'être en paix ?» La maîtresse rit doucement, un rire qui semblait contenir toute la sagesse de l'univers. La véritable sérénité ne s'atteint pas, elle se découvre. Et vous la découvrez quand vous cessez de vous demander si vous l'avez. Les jours devinrent plus courts et froids. La maîtresse passait plus de temps en silence, sa respiration devenant de plus en plus subtile. Kenji sentit surgir la peur de la perte, ce stress et cette anxiété ancestraux face à l'impermanence de toute chose. Mais cette fois, au lieu de fuir la douleur anticipée, il se permit de la ressentir pleinement. Une nuit enneigée, la maîtresse trouva la force de partager un dernier enseignement. « Kenji, Takeshi, écoutez bien. Vous passerez le reste de vos vies à croire que vous avez pleinement compris ce qu'est la tranquillité mentale, pour découvrir des couches plus profondes que vous ne soupçonniez même pas. C'est correct. La paix n'est pas une destination, c'est un épanouissement continu. » Elle fit une pause, prenant une longue inspiration. « Et quand la peur viendra, quand le doute vous visitera, quand vous sentirez que vous avez tout perdu de ce que vous avez appris, souvenez-vous de ceci, vous n'avez jamais été séparé de la calme au milieu du chaos. Vous êtes cette calme, momentanément oubliée de vous-même, mais toujours présente, toujours disponible, attendant patiemment d'être reconnue à nouveau. » 3 jours plus tard, la maîtresse Sato mourut paisiblement dans son sommeil. Le temple se remplit d'un silence différent, un silence qui n'était pas absence mais plénitude. Kenji et Takeshi restèrent assis à côté de son corps toute la nuit, sans mots, seulement présence. Et dans cet espace de quiétude absolue, ils comprirent ce que la maîtresse avait tenté de leur transmettre, que la véritable paix intérieure n'était pas quelque chose qu'elle leur avait donné, mais quelque chose qu'ils avaient toujours porté en eux et qu'elle les avait simplement aidés à se rappeler. Au lever du jour, en préparant le corps de la maîtresse selon la tradition, Kenji ressentit une profonde gratitude mêlée de douleur. Il avait appris que la sérénité authentique contenait toute la gamme des émotions humaines, sans en rejeter aucune. Le deuil faisait partie de la paix, l'amour incluait la perte, et la vie embrassait autant la naissance que la mort. Chapitre 8, le jardin qui fleurit à l'intérieur. Le printemps revint au temple, apportant de nouvelles pousses vertes et le chant renouvelé des oiseaux. Kenji avait maintenant 59 ans, et en regardant son reflet dans l'étang, il ne voyait plus l'homme épuisé et fragmenté d'il y a 2 ans. Les rides étaient toujours là, plus profondes peut-être, mais elles semblaient désormais des sillons de sagesse plutôt que des marques de soucis. Le temple avait changé subtilement depuis le départ de la maîtresse Sato. Kenji et Takeshi le soignaient ensemble, chacun apportant sa propre manière unique de présence. Les visiteurs cherchant des réponses sur la paix intérieure ne trouvaient pas un gourou avec des formules magiques, mais 2 hommes ordinaires ayant appris à vivre avec plus de conscience. Un après-midi, une femme d'âge moyen nommée Yuki arriva au temple, les yeux marqués par le stress et l'anxiété que Kenji connaissait si bien. « J'ai lu tous les livres sur la pleine conscience », expliqua-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai essayé toutes les techniques de méditation. Mais la tranquillité mentale que tous promettent n'arrive jamais. Qu'est-ce que je fais mal ?» Kenji sourit avec compréhension et lui offrit du thé. « Raconte-moi, » dit-il simplement, « qu'as-tu ressenti ce matin en te réveillant ?» Yuki sembla déconcertée par la question, mais finit par répondre « Anxiété. Toujours anxiété. Le sentiment qu'il y a quelque chose que je devrais faire, quelque chose que je rate. » Et quand cette anxiété arrive, poursuivit Kenji en servant le thé avec des gestes lents et délibérés, que fais-tu avec elle ? Yuki réfléchit un instant. J'essaie de la faire partir. Je respire profondément, je répète des affirmations,
j'essaie de la remplacer par des pensées positives. Mais elle revient toujours. Kenji acquiesça. Pendant des décennies, j'ai fait exactement la même chose. Ma quête de sérénité est devenue une guerre contre moi-même. Mais la véritable paix intérieure n'arrive pas lorsque l'on gagne cette guerre. Elle arrive quand on cesse de se battre. Pendant les semaines suivantes, Yuki resta au temple, non pas dans un retrait formel, mais simplement en vivant. Elle travaillait dans le jardin zen aux côtés des frères, préparait les repas, lavait le linge, balayait la cour. Il n'y avait pas d'enseignements élevés ni de techniques complexes, seulement l'invitation constante à être pleinement présente dans chaque action ordinaire. Un matin, alors que Yuki coupait des légumes pour le déjeuner, elle commença à pleurer. Kenji, qui préparait du riz à proximité, n'intervint pas immédiatement. Il resta simplement présent. Après quelques minutes, Yuki dit « Je viens de réaliser que j'ai passé 20 ans de ma vie à attendre de commencer à vivre. Toujours en pensant, quand les enfants grandiront, quand je prendrai ma retraite, quand je trouverai enfin la paix. Et pendant ce temps, la vie se déroulait ici, à chaque instant où j'étais trop distraite pour le remarquer. » Cette nuit-là, les trois s'assirent ensemble dans le jardin sous les étoiles. « Savez-vous ce que j'ai appris de plus radical ici ?» partagea Yuki. « Que le bien-être émotionnel ne nécessite pas que ma vie soit parfaite ni que mes problèmes disparaissent. Je peux ressentir la paix au milieu du chaos simplement en laissant les choses être telles qu'elles sont, y compris ma propre imperfection. » Takeshi ajouta, « Et cette acceptation n'est ni résignation ni défaite. C'est le seul terrain réel à partir duquel quelque chose de véritable peut croître. » Mais Kenji observa son frère avec fierté. Takeshi avait trouvé son propre chemin vers la paix intérieure, forgé à travers l'échec, l'humilité et la grâce de recommencer. Les mois passèrent. Yuki retourna finalement à sa vie en ville, mais quelque chose de fondamental avait changé en elle. Il restait en contact par lettres où elle partageait ses découvertes, comment la pratique de la pleine conscience s'était intégrée naturellement dans sa routine de mère active, comment elle avait appris à trouver des moments de calme même dans le métro bondé, comment ses relations s'étaient approfondies lorsqu'elle avait cessé d'être perdue dans sa propre narration mentale. Un après-midi d'automne, alors que Kenji arrosait le jardin, il s'arrêta pour observer vraiment les plantes. Certaines fleurissaient magnifiquement, d'autres luttaient pour survivre, d'autres encore étaient en transition, mourant pour laisser place à une nouvelle vie. Et toutes faisaient partie de la perfection du jardin. Il en allait de même pour sa propre vie, certains jours il s'épanouissait avec sérénité, d'autres jours il luttait contre de vieux schémas, certains jours il était simplement, sans fleurir ni lutter. Il réalisa alors que la question qui l'avait tourmenté pendant des décennies, comment trouver la paix intérieure, avait été remplacée par une compréhension plus profonde, il était déjà cette paix, il avait juste oublié de la reconnaître. La quête avait pris fin, non pas parce qu'il avait atteint un but spirituel élevé, mais parce qu'il avait enfin cessé de chercher dehors ce qui avait toujours été à l'intérieur. Cette nuit-là, Kenji écrivit dans son journal, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années, « La véritable paix intérieure n'est pas l'absence de tempête, mais apprendre à danser sous la pluie. Ce n'est pas éliminer le stress et l'anxiété, mais changer notre relation avec eux. Ce n'est pas atteindre un état permanent de tranquillité mentale, mais développer la capacité de revenir au centre encore et encore, peu importe combien de fois nous nous égarons. » Il ferma le journal et sortit dans le jardin. La pleine lune illuminait l'étang d'une lueur argentée. Il s'assit à son endroit préféré, le même où, 2 ans auparavant, il avait brisé la tasse de céramique et s'était brisé lui-même. Il sourit en se rappelant cet homme désespéré, cherchant partout sauf là où cela comptait vraiment. Un jeune visiteur arrivé ce jour-là au temple s'approcha timidement. « Maître Kenji, commença-t-il, pourriez-vous m'enseigner le secret de la sérénité ?» Kenji le regarda avec des yeux bienveillants. « Je ne suis le maître de personne, » répondit-il doucement. « Mais si tu veux, demain tu peux m'aider à balayer les feuilles. Là est tout ce que tu as besoin de savoir. » Le jeune homme sembla confus, s'attendant peut-être à un enseignement plus élaboré. Mais Kenji resta simplement silencieux, observant la lune se refléter dans l'eau. Après un moment, le jeune s'assit à côté de lui, et tous deux restèrent ainsi, 2 êtres humains partageant la quiétude de la nuit, sans besoin de mots ni d'explication. Les années continuèrent leur cours. De plus en plus de personnes arrivèrent au temple, chacune avec sa propre histoire de souffrance et de quête.
Kenji et Takeshi les accueillaient toutes avec la même présence simple, thé partagé, travail en commun, silence contemplatif. Ils ne promettaient pas de solution rapide ni d'état permanent de bien-être émotionnel, car ils avaient appris que ces promesses étaient en elles-mêmes source de souffrance. À la place, ils offraient quelque chose de plus précieux, la compagnie d'autres êtres humains ayant parcouru le chemin, connaissant à la fois les vallées sombres et les sommets lumineux, et ayant découvert que la véritable tranquillité au milieu du chaos n'était pas quelque chose à posséder mais quelque chose à pratiquer. Moment après moment, respiration après respiration. Un matin d'hiver, plusieurs années plus tard, Kenji se réveilla avec une clarté cristalline. Il avait 63 ans et, pour la première fois de sa vie, ne ressentait plus l'urgence d'être différent de ce qu'il était. Il n'était pas parfaitement serein à chaque instant, n'avait pas éliminé toutes ses imperfections, n'avait atteint aucun état mystique élevé. Mais il avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, la capacité d'être présent avec ce qui est, exactement tel que c'est, sans rien ajouter ni enlever. Il se leva, prépara du thé et sortit dans le jardin qu'il connaissait désormais intimement. Chaque pierre, chaque plante, chaque recoin lui était familier, mais il continuait à découvrir quelque chose de nouveau chaque jour. Il en allait de même pour son propre intérieur, un paysage infiniment connu et infiniment mystérieux. Takeshi le rejoignit après sa méditation matinale. Les frères s'assirent ensemble, buvant du thé dans le silence confortable de ceux qui ont appris que toutes les questions n'ont pas besoin de réponses et que tous les silences n'ont pas besoin d'être remplis de mots. « Tu sais, dit finalement Takeshi, parfois je ressens encore de l'anxiété. Parfois mon esprit s'emballe encore avec des inquiétudes. Mais je ne ressens plus d'anxiété à cause de l'anxiété, si cela a du sens. » Kenji acquiesça avec un sourire. C'est la vraie liberté. Pas l'absence de défis, mais la paix de savoir que nous pouvons les rencontrer sans nous perdre complètement. Le soleil commençait à se lever sur les montagnes lointaines, peignant le ciel de tons roses et dorés. Kenji observa comment la lumière dansait sur l'étang et sur les pierres du jardin, et il sourit intérieurement. Tout était exactement comme il devait être. Il comprit que la vie n'était pas un problème à résoudre, ni une quête pour atteindre un état parfait. Chaque instant, chaque respiration, chaque pensée agréable ou douloureuse faisait partie de la même danse, et accepter cette danse était la clé de la paix véritable. En se tenant dans le jardin, entouré de silence et de beauté, Kenji sentit une gratitude profonde. Pour les joies et les peines, pour la perte et la renaissance, pour les erreurs et les leçons apprises. Tout avait contribué à le mener à cet instant précis, où il se sentait pleinement vivant, pleinement présent, pleinement en paix. Et dans ce moment simple et parfait, il sut que la paix intérieure n'était pas un lieu lointain ni un trésor à conquérir, mais une réalité toujours accessible, dès que l'on cessait de chercher ailleurs ce qui avait toujours été à l'intérieur. Le jardin respirait avec lui. Le vent, l'eau, la terre et les pierres semblaient murmurer, ici est tout. Maintenant est tout. Kenji ferma les yeux, inspira profondément et sourit. Le silence n'était plus vide, il était plein de vie, plein d'acceptation, plein d'amour. Et ainsi, le jardin du silence intérieur continuait de fleurir, à la fois en lui et autour de lui, éternellement.